Pendant qu'on mangeait ensemble avant la conférence, Birgit et Antoine discutaient, et puis Birgit disait que, bon, elle allait parler des semences, mais que c'est vrai que la diversité animale, enfin toute la législation sur l'élevage et puis la diversité biologique animale, et c'était comme une étape au-dessus de ce qui se passait en ce qui concernait les semences. Donc on va voir avec Antoine où on en est dans ce domaine-là. Oui, bonjour. Moi, je travaille pas dans un institut de recherche, je travaille sur le terrain. Je suis membre de la coopérative Langomaille et moi, j'étais très très content de participer à ce travail. Bon, disons que sur les semences animales, c'est mon domaine puisque je suis berger et éleveur. Et les semences animales, on travaille entre éleveurs dans des associations. En France, on trie les bêtes nous-mêmes, etc., quoi. Du moins, c'est ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. Mais on est un certain nombre d'éleveurs à avoir quitté ces structures à cause d'un certain suivisme de ces organisations par rapport aux politiques nationales de développement de l'élevage, quoi. Alors, pour préciser un peu, bon, l'élevage en Provence, tout le monde sait que c'est un système pastoral, c'est-à-dire que les animaux sont dehors pratiquement toute l'année. Et ils ont en même temps, ils circulent sur des grands territoires dont une grande partie ne sont pas agricoles, mais purement pastoraux, c'est-à-dire des landes, des bois pâturables, et ensuite des alpages. Et en hiver aussi, des friches, des restes de récoltes qui sont inexploités à la morte saison. Donc pendant un certain nombre d'années, on a participé à ce travail de sélection. Et puis on a dû arrêter à partir du moment où on nous a imposé des règles qui nous ont paru complètement absurdes, sous des prétextes sanitaires. C'était dans les années 90, c'était à l'époque où on parlait beaucoup de la vache folle. Il y a eu plusieurs épisodes de vache folle, mais dans les années 90, c'était très dur pour les éleveurs de bovins. Et, euh, chez les moutons, il y a une maladie de la même famille, mais qui n'est pas du tout dangereuse pour l'homme, mais qui a servi de prétexte à développer des techniques des recherches génétiques pour sélectionner les animaux sur des gènes de résistance. Alors, a priori, ça peut paraître très bien, sauf que ça ne marchait d'abord pas très bien, et en plus, ça aboutissait à éliminer des pans entiers des reproducteurs sur un seul critère. Parce que la base de ce genre de recherche génétique, c'est de partir du principe qu'à chaque gène correspond une fonction, ce qui est une théorie tout à fait contredite dans les faits au niveau génétique. Mais pour nous, éleveurs, ça a été une contradiction énorme parce que cette maladie, on avait l'habitude de la faire disparaître de manière très naturelle, c'est-à-dire que ce qui se passait, c'était simplement en général un manque de diversité dans le sang des animaux, un manque de diversité de gènes justement. Il fallait simplement changer les mâles reproducteurs et pas. C'est parce qu'il y avait trop de consanguinité. Alors que la politique qu'on nous faisait appliquer, c'était exactement le contraire. Ça visait à réduire artificiellement la diversité que les éleveurs avaient sélectionnée au fur et à mesure de génération en génération de travail, simplement sur un seul critère, et qui ne résolvait pas le problème de manière efficace, puisqu'on arrivait très bien à le résoudre par des moyens d'élevage simples, quoi. Donc quand on a vu qu'on nous imposait ça dans les associations de sélectionneurs, d'éleveurs sélectionneurs, on a dit on sort de là et on va travailler à notre façon en dehors de ça, quoi. Mais entre-temps, c'est une politique qui a été appliquée maintenant, qui est imposée dans tous les centres de sélection, en ovins et caprins, en moutons et chèvres donc. Et c'est une des choses qui nous a fait réfléchir sur cette question de la diversité génétique. On a eu ensuite une chose qui s'est produite aussi en Suisse, c'est la lutte contre la fièvre catarrhale ovine, qui a été faite dans plein de pays d'Europe à coup de vaccins. Et en fait, on a vacciné des cheptels entiers qui étaient déjà immunisés naturellement, et gratuitement surtout, pour une maladie qui n'est pas contagieuse. On a appliqué une politique de vaccination comme si on avait affaire à une maladie contagieuse. Et là aussi, on était beaucoup d'éleveurs à se révolter contre ces méthodes
qui correspondent pas du tout à la pratique qu'on a, quoi. Et quand on a eu affaire à des choses comme ça, on a vu qu'on ne pouvait plus faire confiance, les yeux fermés, à des, disons, à des réglementations et à l'imposition de pratiques techniques qui étaient en contradiction même avec ce qu'on faisait, quoi. Donc après, ce détour par un peu la pratique, moi par rapport à cet article, j'ai essayé de refaire le tour de tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a eu comme histoire au niveau de l'élevage. Et il y a un certain nombre de choses qu'on sait, mais une des choses principales qu'on a vues dans l'élevage en Europe, c'est la rupture entre l'agriculture et l'élevage d'une manière complètement... maintenant, il y a une spécialisation à outrance, quoi. Il y a les éleveurs d'un côté et en plus les éleveurs de chaque espèce, ils sont bien tous spécialisés et les choses sont très figées comme ça. Et il y a toutes les complémentarités entre l'agriculture et l'élevage ont été démontées, quoi. Et ça, c'est des choses qui nous amènent qui nous ont amenés à changer les manières de faire au niveau de l'élevage progressivement. Ensuite, il y a eu l'intensification, hein, on a vu l'intensification qu'il y a eu en Europe depuis les années d'après-guerre. On a poussé les animaux au rendement. Nous par exemple, on travaille sur une race qui est une petite race, les mérinos. Eh bien, les animaux, au début, les brebis, elles faisaient peut-être 35 kilos. Et avec les sélections sur la viande, on arrive à avoir des brebis qui font le double, quoi. Alors bon, c'était une petite race au début, ça nous paraissait pas tellement scandaleux. Mais on voit vite la limite, quoi, parce que quand on a un élevage qui est très mobile, qui circule sur des pâturages, qui monte en montagne, qui va dans des endroits escarpés, qui doit s'affronter au climat, qui doit s'adapter à une diversité de ressources d'herbage, etc., très diverses, on voit vite la limite de ces sélections, quoi. Et bon, on voit ce qui se passe dans les autres élevages. Bon, le mouton, c'est une des espèces qui est la moins intensifiée en France, peut-être, et la chèvre aussi. Mais par exemple, dans les bovins, on arrive à des sélections complètement hallucinantes. Il reste peut-être 4 taureaux différents pour toutes les vaches laitières françaises, 4 paires différents. Et dans beaucoup d'espèces, c'est la même chose, quoi. Alors moi, je suis aussi membre de la Confédération paysanne. On a entamé un travail sur ces questions de biodiversité animale. On a commencé à travailler sur le recensement des espèces, des espèces rares et tout ça. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui ont conservé des espèces, mais où il y a peu d'utilisation de ces espèces. C'est très dommage. Et ce qu'on tâche de reconstruire, c'est justement une utilisation... de reprendre les animaux qui étaient bien adaptés, qui ont été sélectionnés dans chaque région par rapport au contexte local, climatique, des sols et de tout ce qu'ils avaient comme ressources locales, et de voir comment on peut redévelopper ça, quoi. Alors c'est ce qui se fait un peu partout. Il y a des éleveurs qui commencent à faire des choses comme ça, et ils le font surtout dans le sens en général de travailler pour une valorisation locale plutôt que de travailler avec des grandes chaînes économiques où ils ont affaire à des maquignons ou des grandes coopératives qui après expédient ça à l'autre bout de la planète, mais plutôt pour une valorisation dans la région en général, quoi. Mais alors on a énormément d'handicaps avec ces réglementations que je disais, et puis on a énormément d'handicaps avec la concentration des outils de transformation, des abattoirs en particulier. En France, les abattoirs, ça se concentre à vitesse grand V. Il y a des commissions d'agrément des abattoirs qui décrètent que tels et tels abattoirs ne sont pas aux normes, mais ce sont des membres des plus gros abattoirs qui décident. Et on est tout le temps affronté à ces choses-là. Et dans les réglementations, maintenant, on voit en plus que la France, elle est en première ligne. Elle fait mieux, elle lave plus blanc que blanc, et elle est toujours la première à développer des articles du Code rural complètement hallucinants.
Le plus fort, c'est un article du Code rural qui a été fait en 2006 et qui prévoit pour 9 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, que tous les mâles ruminants, de toutes les espèces de ruminants, c'est-à-dire les taureaux, les chèvres, les moutons, les éleveurs ne pourront plus les sélectionner eux-mêmes dans leur troupeau ou dans le troupeau de leurs voisins et se les échanger entre eux, mais ils devront les faire certifier par des centres d'élevage. Et ça nous paraît tout de suite, on va tout droit dans le même chemin que ce qui se passe avec les semences végétales, quoi. Ça passe un petit peu par d'autres côtés. Ça passe aussi beaucoup par... il y a une partie des réglementations qui sont faites, en fait, qui sont du protectionnisme déguisé. C'est ce qui a eu lieu avec la fièvre catarrhale ovine. Elle a été décrétée en France maladie contagieuse, non pas parce qu'elle est contagieuse, parce que c'est une maladie qui est transmise par un moustique, qui n'est absolument pas contagieuse, mais ça permettait de se protéger des importations des pays du Sud, d'Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, sous prétexte sanitaire. Et de plus en plus, l'Europe, et certains pays d'Europe en tout cas, développent des politiques comme ça pour faire du protectionnisme déguisé à coup de règles sanitaires, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses qui retombent aussi sur la tête des éleveurs et en fait sur la tête de tout le monde, parce que l'élevage, on le fait pour nourrir les gens, quoi. Mais de l'autre côté, ça amène pas mal d'éleveurs à se reposer des questions de base. Comment on fait l'élevage? Comment on pourrait le remettre en équilibre avec l'agriculture, en complémentarité au lieu que ce soit en concurrence? Et puis arrêter de travailler avec des productions intensives comme le soja, le maïs, etc., qui transforment les animaux Par exemple, les ruminants sont des polygastriques qui ont 5 estomacs. Et quand on leur donne du soja et du maïs, on les transforme en monogastriques pratiquement. Ils ingurgitent des protéines directement, alors qu'ils peuvent très bien le faire en consommant de l'herbe naturellement et en transformant eux-mêmes et en fabriquant les protéines eux-mêmes, quoi. Donc on s'aperçoit que tout ce processus d'intensification qu'il y a eu ces dernières années, on voit bien aussi toutes les conséquences aussi au niveau à côté, au niveau des exportations et tout ça, ça n'a plus aucun sens, quoi. Et on voit aussi beaucoup de gens c'est ça qui nous réconforte, c'est que beaucoup de gens attendent que les éleveurs fassent un peu autrement leur travail. Il y a pas mal de jeunes qui essayent de prendre un autre chemin, quoi. Voilà, je n'ai pas dit ce que j'avais dit dans le bouquin, mais je voulais un peu plus prendre des exemples concrets. Et voilà.